aujourd'hui, en constatant, et vous l'aurez remarqué, que la presse ou les médias ont relégué la question grecque maintenant à la 8e page après les faits divers, etc. Or, on peut imaginer qu'il y a sûrement des échéances qui vont ramener la question grecque de nouveau dans l'actualité. Et une des raisons de l'organisation de ce débat que nous avons voulu avec nos invités, c'était de nous projeter dans ce qui est en train de se passer et ce qui peut survenir dans les prochaines semaines, les prochains mois, et qui aura à nouveau besoin, pensons-nous, de la solidarité des autres peuples européens. Je suis très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très ému parce que la solidarité, c'est pas un vain mot. Et ça, on en aura besoin, tous les peuples d'Europe, à partir de maintenant. Parce que nous rentrons dans une période où il faut la montrer, il faut qu'elle soit visible. Et ça, nous le devons pour les générations à venir. Vous le savez très bien qu'en Europe, dans certains pays d'Europe, comme l'Italie, la Roumanie, la Lituanie, la Lettonie, 30% des enfants, ils sont mal nourris, ils vivent très très mal. Alors que les produits nationaux bruts par moyen, par habitant en Europe, il est de 26 600 €. Alors, le pourcentage, comment se fait-il qu'il augmente? Est-ce que cette répartition qui est faite aujourd'hui, est-ce qu'elle est juste? Comment se fait-il, dans l'Europe moderne, 10% de la population ne peut pas se chauffer? Vous imaginez un peu, ici, en Alsace, en Grèce, dans les montagnes, qu'on ne puisse pas se chauffer. Le chômage, alors que nous sommes dans une société très 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 développée, il a atteint des niveaux très, très graves. Les jeunes, qui est l'avenir d'une société, de plus en plus, ils risquent de sombrer dans la pauvreté très jeunes. Les chiffres vont le montrer tout à l'heure. Les migrants, le problème des migrants, ça aussi c'est un grand problème. C'est-à-dire que dans cette Europe d'aujourd'hui, c'est pas moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont étudié, qui le disent, qui le montrent, que 1% des Européens détiennent 31% des richesses. C'est impensable que des parts importantes de cette richesse, elle est accaparée par une minorité de gens. Comment se fait-il que 40% des plus pauvres ont à leur possession 1% de la richesse en Europe? Ce sont des chiffres ahurissants. Ça, nous sommes obligés d'intervenir. Et bien sûr, là-dedans, la Grèce n'échappe pas à cette logique-là. La Grèce n'est pas en dehors de l'Europe. La Grèce, elle est en Europe, puisqu'elle a choisi d'être dans l'Europe. Ça, c'était son choix. Mais l'Europe, il faut voir comment en Grèce, ces derniers temps, ils ont évolué. Par exemple, le taux de chômage. Pour expliquer ces choses-là. Alors qu'en 2010, c'était de 13,4%. En 2013, il est passé à 27,9%. Et aujourd'hui, il est à 24,6%. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres montrent que ce chiffre tend à se stabiliser. Mais aussi, on sait que tout l'acquis d'avant n'est pas récupéré. Hein, ça, c'est vrai. Le taux de chômage des jeunes, en 2010, c'était de 34%. En 2013, 55,8%. En 2014, il avait fait un pic qui avoisinait les 60%. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour différentes raisons,
il avoisine les 50%. C'est vrai que la population, elle augmente de plus en plus, qui sombre dans la pauvreté. Par exemple, alors qu'il y avait un chiffre qui était très très bas en 2010-2012, on peut dire que 31% de la population, elle est en situation d'exclusion sociale, en Grèce. Que les personnes de 0 à 17 ans, ils sont dans la situation d'exclusion de 0 à 17 ans, c'est-à-dire des enfants et des jeunes hommes, des jeunes femmes. 34% de cette catégorie-là, ils sont exclus. De 18 à 64 ans, 34,2%, ils sont exclus de la société. Alors, des plus de 65 ans à 17% et plus de 75% à 15-16%. Qu'est-ce que cela veut dire, ces chiffres? Que de plus en plus, la population est jeune qui risque de sombrer dans la pauvreté. Que les revenus des personnes âgées, vous l'avez lu, vous l'avez écouté, a été coupé et continue à être diminué. La famille qui est traditionnelle en Grèce, c'est la seule qui sert encore aujourd'hui un peu d'amortisseur social. Mais cela, est-ce que ça suffit? Nous pensons que nous, dans notre association, qu'il est temps que ces choses-là soient connues encore de plus en plus amplement en Europe. Par exemple, les retraites, alors qu'elles étaient à un niveau plus ou moins correct, qu'aujourd'hui les pensions moyennes est de 655 € et la retraite complémentaire qui est à une grande part de la retraite en Grèce, c'est de 168 €. Ces retraites-là, elles viennent de prendre un coup avec les nouvelles lois qui viennent d'être votées. C'est-à-dire les retraites et même les salaires. Le salaire le plus bas en Grèce a reçu aussi un coup avec les nouvelles lois qui ont été votées en Grèce. Hein? C'est-à-dire il y a une diminution de 751 € qui était le programme de Salonique, vous savez très bien, c'est-à-dire de rétablir le niveau du salaire le plus bas à 751 €. Aujourd'hui, il avoisine les 400 en 550 en brut et 460 en net. C'est-à-dire là aussi, il y a une diminution des revenus et de la situation des retraités et des salariés. Alors, toutes ces politiques qui ont été menées depuis 2010, elles ont contribué à une dégradation de la situation économique et sociale. Comme on le sait, vous l'avez su et vous le connaissez, il y a eu des coupes immenses dans les revenus des gens et l'espoir qui a suscité l'arrivée au pouvoir de Syriza en janvier 2015 a été immense. Vous le comprenez, vous l'avez suivi, vous tous ici. Mais il a été d'autant plus déçu qu'un mois après, le 20 février, vous le savez très bien, déjà, comme il a dit, on reconnaissait la dette et on disait qu'on allait la payer entièrement. C'est la première déception, disons, qui est passée. Après, nous sommes passés à un moment de confrontation avec les institutions européennes, où il y a eu l'apparence, où la réalité, on ne sait pas, ce n'est pas bon, en ce qui concerne, ce n'est pas à notre association de juger ça, d'autres le feront,
Mais la réalité en est que, alors qu'il y avait des intentions de tout changer, en réalité, il n'y a pas une seule mesure qui va dans la faveur des plus démunis. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et ça confirme un peu les analyses qui faisaient à l'époque les députés français, les députés européens, et même le Secours populaire, parce que nous travaillons en partenariat avec le Secours populaire, les analyses de 2009-2010, que la situation, elle allait très très difficile, alors que pour l'instant, il n'y avait pas eu à l'époque tous ces programmes, toutes ces prévisions, mais on sentait déjà en 2009-2010 que la situation pour la Grèce allait devenir très très difficile. Je me rappelle, l'eurodéputé, peut-être ici il y en a qui le connaissent, Francis Wurtz, il avait annoncé que la Grèce allait être utilisée comme laboratoire pour les politiques futures de l'Europe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, justement, après cet espoir, ce grand espoir qui est né, il y a la grosse déception. C'est vrai que le 5 juillet, il y a eu le référendum. Le référendum, ça a été un grand moment d'expression populaire, le 5 juillet. Et la question était quoi? C'est ça qu'il faut avoir en mémoire. C'était quoi la question? La question était, approuvez-vous le plan proposé par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI? C'était ça la question. Et à cette question-là, la grande majorité des Grecs, ils ont répondu non. Alors que la droite, les forces conservatrices avaient fait campagne pour le oui. Or, 10 jours après, il y a la conclusion de l'accord que vous connaissez. Il y a une véritable incompréhension qui est née dans l'esprit du peuple grec. C'est-à-dire comment un non devient oui. Alors, bien sûr, chacun politiquement peut expliquer qu'on ne pouvait pas, on peut pas, on peut sortir, on peut rentrer, on peut rester. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que avec les politiques d'austérité et la continuation, parce que les mesures qui sont prises aujourd'hui en Grèce accentuent la politique d'austérité. Même en la stabilisant, cela veut dire qu'elle s'accentue, puisque les gens n'ont pas de travail, ne peuvent pas subvenir au bien de leur famille, à leurs besoins. Alors là, c'est très important parce que les mesures qu'ils sont en train de prendre, par exemple au niveau des assurances sociales ou de la retraite, on indexe sur les biens personnels. C'est-à-dire si toi, tu as une maison, tu as quelque chose, un bien, même si tu as droit à une retraite à un niveau, tu vas toucher moins puisque tu as une maison, ou tu as, tes parents ils t'ont laissé un petit truc à la campagne. Alors, c'est des nouvelles logiques, ça. C'est des nouvelles logiques où il ne faut pas, à notre avis, laisser s'emporter. C'est pour ça que, après cette grande déception, aujourd'hui, nous, Solidarité populaire de Grèce, nous ne sommes pas la solidarité pour tous. Ça, c'est clair. Parce qu'il y en a qui font leur solidarité à eux. Nous, on est Solidarité populaire. C'est dans le même esprit que le Secours populaire, puisque nous travaillons en pleine osmose, je dirais, en plein partenariat avec le Secours populaire. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui en Grèce plus que jamais, parce que c'est vrai que les médias nationaux, ils essayent d'esquisser ce problème-là de la crise humanitaire en Grèce, qui s'aggrave. Alors, je pense que c'est notre devoir au peuple de l'Europe de montrer qu'il y a une solidarité entre nous, entre les peuples. Qu'il y a une solidarité active, comme il dit
Julien le prêtre. La solidarité, ce n'est pas faire des colloques, des conférences, des discussions. C'est d'être actif sur le terrain. Par exemple, le Secours populaire, ça je le dis parce qu'il faut que vous le sachiez, a envoyé 28 tonnes de nourriture du pied de la Tour Eiffel le 19 août. Cette nourriture-là, elle est arrivée à Athènes le 20 septembre. Vous le savez très bien qu'à partir de début octobre, il y a eu un afflux de migrants en Grèce. Et une partie de ceux-là, ils ont été accueillis dans des centres d'accueil. Et bien nous, en tant que Solidarité populaire de Grèce, nous avons apporté de la nourriture à ces camps, à ces personnes-là, dans la mesure de notre possible. Mais ça, c'était de la nourriture qui venait du Secours populaire de France. Ce n'est pas seulement pour la crise en Grèce, c'était aussi pour la crise de l'afflux immense, inopiné des migrants. Alors, c'est pour ça que dans ce contexte, qu'est-ce que nous disons? Et ça, nous sommes très, très heureux que le Secours populaire, bon, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de la liaison, l'histoire, c'est-à-dire l'importance historique de la liaison du Secours populaire avec la Grèce. Peut-être dans la deuxième intervention, je le ferai, mais c'est important de le savoir. Surtout que dans notre esprit aussi, il y a face à cette crise inhumaine qui frappe le monde entier, nous disons que nous aussi, nous avons le devoir de mondialiser la solidarité. De mondialiser la solidarité afin de rester debout. Ça, c'est la première des choses. Et après, pour être conscient que sans la présence et l'émancipation de chaque individu qui est aidé, ne devient pas lui-même à son tour aidant. Alors, c'est ça je vais conclure en disant deux mots, une phrase sur la dette. La dette, elle n'est pas nouvelle. Elle date plus d'un siècle. À la création de la Grèce, après l'Empire ottoman, avec l'instauration de nouveaux rois, déjà la dette, elle a été endettée pendant au moins 3 générations. Alors, cette politique-là, elle continue pour différentes raisons, vous le comprenez très bien, et je pense que c'est à nous tous d'être solidaires pour que les mesures, quand même en France, on essaye de prendre aujourd'hui avec Macron, Valls, vous les connaissez mieux que moi je ne les connais pas aussi bien, il faut leur montrer que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes solidaires et nous allons rester et nous allons développer notre solidarité. Pour résumer l'esprit mémorandum, rappelons que la Grèce connaît actuellement son 3e mémorandum et les mémorandums, parce qu'on dit mémorandum, de 2010-2012 se sont révélés être des plans de politique austéritaire, tout simplement. Et la question de la dette, la vraie question qui concerne la Grèce, la question de l'annulation de sa dette n'a jamais été posée. Ce qui a été évoqué encore du bout des lèvres, c'est le rééchelonnement, c'est-à-dire on va étaler la dette dans le temps, mais on ne se posera pas la question de savoir mais quelle est cette dette, d'où vient-elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au mois d'avril, la présidente du Parlement de l'époque, Zoé Konstantopoulou, a décidé de mettre en place une commission, la commission pour la vérité sur la dette grecque, pour justement, avant de payer la dette, de dire mais après tout, c'est quoi cette dette? D'où elle vient? À quoi elle a servi? Et la présidente du Parlement a décidé de constituer une commission d'une 30aine de personnes, une quinzaine de Grecs, des économistes, des juristes, des spécialistes statistiques, et une quinzaine de personnalités d'une dizaine de nationalités. On avait par exemple, venant de Zambie, M. Céphas Luminas, qui a été rapporteur des Nations Unies, le premier à avoir fait donc, un rapport sur la situation grecque. On avait M. Borja, qui est un ancien ministre des Finances de l'Équateur, des juristes, il y a du monde. Et en ce qui concerne la France, on était 3, donc Renaud Vivien, qui est un juriste, mais qui travaille en Belgique pour le CDTM,
Michel Husson, qui est un économiste que vous connaissez probablement, qui fait beaucoup de textes, d'analyse justement de la situation économique, et moi-même donc qui ai travaillé sur les questions d'audit avec Éric Toussaint, qui était le coordinateur scientifique de la commission. Et la mission qui nous a été impartie, c'est de dire, voilà, regardez cette dette, d'où elle vient, et si jamais il s'avérait que cette dette, elle ne soit pas conforme, quelles sont les pistes de droit pour se bagarrer contre cette dette? Eh bien, on s'est mis au travail, tout simplement, on a regardé, et on s'est aperçu d'un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait éclairants. Par exemple, en 2008-2009, 80% de la dette grecque est détenue par des banques privées, et notamment des banques françaises, allemandes. Et il apparaît qu'en 2014, c'est l'inverse. Les banques détiennent moins de 20% de la dette grecque. Par contre, ce sont des structures à caractère public, c'est-à-dire financées par les contribuables, qui sont désormais détentrices de la dette. C'est-à-dire le Fonds monétaire international, alimenté financièrement par les États, donc par les impôts, la Banque centrale européenne, le Fonds européen de stabilité financière et des États sous la forme de prêts bilatéraux. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, il y a eu ce que les économistes appellent une migration de crédit. C'est-à-dire, avec justement la mise en place des politiques austéritaires dont parlait Ali tout à l'heure, et qui ont révélé leur aspect catastrophique. Je rappelle qu'en quelques années, la Grèce a perdu 25% de son produit intérieur brut. La dette a monté pour représenter plus de 175% du PIB du pays. Le chômage a été multiplié par 3. Quelques chiffres, les jeunes gens donc, sont chômeurs à 60% en Grèce, à 72% pour ce qui concerne les jeunes femmes. Donc ça montre un petit peu l'état de délabrement, et ce que disait tout à l'heure aussi, avec un tiers de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, dont les enfants, des gens qui ne peuvent plus se soigner. Voilà le résultat, le bilan des politiques austéritaires imposées par ce qu'on a appelé la Troïka, c'est-à-dire le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, auquel il faut rajouter maintenant le mécanisme européen de stabilité qui a remplacé le Fonds européen de stabilité financière, donc une institution financière, les quatre formant maintenant un quatuor qui impose à la Grèce sa position. Donc nous on a travaillé, on s'est aperçu d'une part qu'il y a eu un transfert de la dette privée vers la dette publique, ça c'est un point qui est tout à fait important, et puis on s'est posé la question, c'est-à-dire ces plans d'aide à la Grèce finalement, il est allé où l'argent? Et on s'est aperçu que cet argent, il n'est pas allé à la Grèce. C'était un plan d'aide aux banques. Cet argent, il est allé directement dans les caisses des banques pour payer justement les échéances que la Grèce ne pouvait pas payer. C'est-à-dire, il y a eu un tour de Bolto, si je puis prendre cet exemple, avec le fait que les nouveaux emprunts ont été transférés sur des entités publiques et les banques privées, elles, ont été, je dirais, largement indemnisées. Alors que, quand vous êtes un prêteur, moi je suis employé de banque, et pendant des années, je consentais des crédits aux collectivités locales, aux départements, aux hôpitaux. Avant de prêter, qu'est-ce que je faisais? Je faisais une analyse du dossier. Est-ce que le client, justement, a un projet qui est conforme à la réglementation? Si c'est le cas, oui. Est-ce que le client sera susceptible de rembourser cet emprunt? Et si c'est le cas, eh bien, on met en place l'emprunt. Sinon, on ne met pas en place l'emprunt. Or là, non seulement les emprunts n'étaient pas conformes à la réglementation, violaient le droit. Non seulement donc, la population, le pays n'était pas en situation de le rembourser parce qu'il était surendetté, les banques ont prêté, mais vous allez me dire, mais pourquoi ces grandes banques avec des grands spécialistes, des grands financiers, pourquoi elles ont prêté à la Grèce, sachant que le pays n'allait pas pouvoir rembourser? Et parce que tout simplement les banques ont spéculé sur ce qu'on appelle la notion d'aléa moral. L'aléa moral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes une grosse banque, vous pouvez prêter, quand ça marche bien, vous engrangez les profits, vous privatisez les profits, mais quand il y a des pertes, vous les socialisez, vous les renvoyez sur les contribuables. Ça, c'est la grande règle que les banques appliquent. Alors, si jamais, imaginons qu'on refuse, les banques disent « Attendez, je suis une banque systémique. » C'est-à-dire que si je me casse la figure, c'est tout le système qui se casse la figure avec moi. Et donc, par peur, tous les gouvernements ont décidé de renflouer les banques. Et c'est ce qui s'est passé après la crise de 2007-2008, en Grèce, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Donc on est dans une situation où les banques ont imposé leur loi. Donc, expliquer donc transfert de la dette des banques privées vers la dette publique, et puis le fait que cet argent n'est pas allé finalement au peuple grec. Donc nous,
nous au niveau de la commission, et avec, je dirais, l'appui de tous les travaux qui ont été faits par le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, dont le président est Eric Toussaint, coordinateur de la commission. Moi-même, je suis également un membre du CLTM. On a utilisé des notions de droit pour dire que cette dette, elle est illégale, illégitime, odieuse et insoutenable. Mais ce n'est pas simplement des adjectifs qualificatifs, ce n'est pas simplement de la subjectivité qu'on manifeste, ce sont des éléments de droit. Une dette illégale, c'est une dette qui est consentie en violation des textes de droit, de la Constitution grecque, de la réglementation en vigueur au niveau des banques et des banques qui prêtent. Exemple de dette illégale. Le statut du FMI prévoit que son objet, article 1, est d'assurer le bien-être des populations et un niveau de salaire et de niveau de vie intéressant pour les populations. Bon, je résume en quelques mots. Le premier mémorandum et le second prévoyaient quoi? Diminution du nombre de fonctionnaires par dizaines de milliers, excusez du peu, diminution drastique du niveau de salaire et des pensions de 30 à 40%, violation complète par rapport à la réglementation du FMI, dont le but est d'assurer le bien-être. Pareil au niveau des autres institutions. La dette illégitime, c'est quoi? C'est une dette qui, au lieu de bénéficier à l'ensemble de la collectivité, bénéficie qu'à une partie. Deuxième mémorandum en 2012, sur les 110 milliards qui ont été mis en place, 130 milliards même, 130 milliards qui ont été mis en place, 48 milliards sont allés directement dans les comptes des banques, dans les caisses des banques pour les recapitaliser. Privées, le fait de créer la monnaie comme elles entendent, elles peuvent créer de la monnaie, ce qu'elles ont fait, mais pas pour aller dans l'économie réelle, pour aller dans les paradis fiscaux, pour investir dans des produits spéculatifs dont elles vont faire payer les risques aux contribuables. Donc nous, il est temps de dire stop par rapport à ça. On crée la monnaie, mais la monnaie pour alimenter des projets d'économie réelle et des projets qui soient soutenables écologiquement. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a une notion qui est importante qu'il faut réhabiliter, la notion de service public. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un service public de l'énergie. Je rappelle que, bon, je ne vais pas faire le vieux combattant, mais le programme CNR, qu'on peut critiquer, on peut dire qu'il ne va pas assez loin, mais à la Libération, ce programme-là, il a nationalisé tout ce qui était indispensable au redressement de la nation. Les houillères, l'électricité, les transports, et pas simplement la SNCF. Il y a eu les compagnies d'aviation qui ont été nationalisées. Les banques ont été nationalisées, pas toutes, parce qu'il y a eu des compromis au sein du CNR. Bon, il y avait des gaullistes, il y avait 2 ou 3 personnes, mais malgré tout, un grand nombre de banques ont été nationalisées. Donc tout ça, je dis, on doit s'en inspirer. On recrée les services publics. Qu'est-ce qui mérite d'être un service public? C'est-à-dire qui concerne l'intérêt général? L'éducation. Un enjeu, l'éducation. C'est absolument lamentable la façon dont on enseigne les langues aux enfants, par exemple en France. En Grèce, un des résultats des politiques d'austérité, les établissements scolaires ont été divisés par 2 en quelques années. On est compte, divisés par 2. Il y a, dans des endroits, on organise des petits déjeuners le matin pour que les enfants qui sont malnutris puissent manger. C'est absolument scandaleux. Donc, on met en place des services publics. La santé, là aussi, la santé, c'est pas un luxe. La santé, c'est un service public. Et je vais même plus loin, le médicament, c'est un service public. Ça ne doit pas être quelque chose qui est là pour faire du fric, parce que les gens qui sont dans des laboratoires privés, qui fabriquent des médicaments et qui vivent grassement des brevets, ce sont des gens qui ont été formés dans des universités françaises publiques, dans des facs, qui ont bénéficié d'un système éducatif de toute une expérience. Donc là aussi, nous, il faut imposer des choses par rapport à ça. Ensuite, et je pourrais relire le programme de Thessalonique de Syriza, l'emploi, il faut effectivement une politique d'emploi. Actuellement, on a 5 millions de chômeurs. 5 millions, si on intègre tous les chômeurs qui sont déguisés, dont on ne donne pas le nom, etc. 5 millions de chômeurs en France. Règle de base, partage du travail. Ça, c'est la règle. Diminution du temps de travail. Comme ça, on peut s'occuper de nos familles, de nos enfants, des anciens. On peut réfléchir, on peut lire aussi. Utiliser notre cerveau disponible, non pas pour gober de la pub de TF1, mais pour travailler. Je vous signale au passage un très beau livre de Bernard Noël, qui doit faire 30 pages, un grand auteur Bernard Noël, qui s'appelle Le cerveau disponible. Ça coûte 5 €. C'est un livre génial qui explique un petit peu toute l'évolution qui est faite à travers les écrans. Donc, grande réforme au niveau de l'emploi, partage du travail. La fiscalité, c'est le nœud essentiel aussi. La fiscalité, si vous n'avez pas de politique fiscale en France, il y a une étude qui a été faite par Attac et Solidaire Finances Publiques, le syndicat l'Union syndicale solidaire, qui est le premier syndicat des impôts, qui dit que chaque année, entre 60 et 80 milliards d'euros échappent à l'impôt
du fait de la fraude et de l'évasion fiscale. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place une politique digne de ce nom pour vraiment frapper les fraudeurs et faire en sorte que cet argent rentre pour qu'on puisse financer des choses utiles. Et autre chose, alors là aussi c'est pas un tabou, il faut en parler de plus en plus, le partage des richesses. Moi je suis désespéré chaque fois que je vois le rapport annuel d'Oxfam qui nous explique qu'on fout 40 personnes dans un bus et on a la moitié de la richesse de l'humanité. C'est pas normal ça. Donc il faut quand même qu'on réagisse et qu'on fasse des choses qui soient assez radicales. Et vous avez des économistes, bon, je prends le cas on parlait tout à l'heure par rapport au fait de payer la dette ou d'imposer le capital. Dans son bouquin Capitalisme du XXIe siècle, Thomas Piketty préconise de faire une grosse ponction sur le capital pour un petit peu se payer sur la dette et diminuer la dette. Eh bien nous, avec Éric Poussin qui est le président du CNTM, Thomas Coutreau qui est le président d'Attaque France, et moi-même on a fait un article pour répondre un petit peu à ça en disant ok, mais nous on veut à la fois annuler la dette illégale, illégitime, odieuse et insoutenable et imposer le capital. Donc quelques mesures de base tout à fait concrètes, mais ça, j'ai listé quoi là? Une dizaine de mesures. Eh bien, il faudrait que les responsables politiques, et là je profite que j'ai Marie-Christine à côté de moi. Je suis responsable. Voilà, donc représentants de partis politiques se mettent autour d'une table et disent est-ce qu'on veut vraiment avancer? Est-ce qu'on veut laisser de côté les questions de personnes? Parce que moi, je n'ai rien à faire de savoir si c'est Pipette ou machin qui va être candidat à la présidentielle. Moi, mon souci, c'est quoi le programme? Si on faisait une candidature des programmes, qu'on mette d'un côté les programmes, qu'est-ce que vous proposez comme mesure? C'est par ça qu'il faudrait commencer. Et puis, modifier, rajeunir et féminiser un petit peu la représentation politique. Parce qu'il y en a marre de se faire représenter par une clique qui, malheureusement, sont aux affaires depuis 30-40 ans. Bon, et voilà, sans qu'ils aient réellement amélioré la situation. Donc voilà un petit peu, moi, programme d'urgence à mettre en place rapidement, parce que je vois que ça comme solution, avec, là aussi, programme citoyen, c'est-à-dire que ce n'est pas des appareils politiques qui vont, avec le crayon derrière l'oreille, rédiger tout ça. C'est des assemblées citoyennes qui vont participer à la création de ce programme, pour discuter, pour proposer des revendications, les mesures, les adapter, on discute, et à la fin, on chute sur quelque chose. Mais je pense qu'il est indispensable de passer par les grands axes que j'ai évoqués: création monétaire, contrôle des banques, réforme concernant les services publics, les listés, l'emploi, la fiscalité et le partage des richesses. Je pense que là, on a quelques pistes. Après, c'est à nous, citoyens, de mettre du contenu. Donc c'est globalement toutes ces politiques-là qu'il faut arriver à mettre à bas. Et de surcroît, la Grèce est d'autant plus dans une tenaille actuellement qu'il y a la question des politiques migratoires. Je suis plus une spécialiste des politiques migratoires qu'une spécialiste des politiques économiques. Mais moi, je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard. Si d'un seul coup, les flux migratoires ont évolué de l'Italie vers la Grèce à partir du début de l'année 2015, que quand ça passait de la Libye en Italie, on nous a expliqué c'est normal, en Libye, il n'y a pas d'État. Maintenant, les flux, ils viennent 4 fois plus importants de la Turquie vers la Grèce. Il n'y a pas d'État en Turquie. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un État autoritaire, moi. Donc je pense que ce n'est pas un hasard si ces milliers de personnes ont débarqué sur les îles grecques. Et sur ces sujets-là, le gouvernement grec n'a pas touché un centime des institutions européennes. Pourquoi? Notamment parce que le gouvernement grec refuse d'enfermer les migrants dans des centres fermés. Contrairement à la demande des institutions européennes et des ministres, des autres ministres européens. Vous avez peut-être suivi les conseils européens qui ont bataillé sur cette fameuse clé de répartition qui devait permettre d'accueillir 120 plus 40 000, enfin 40 000 d'abord en urgence, plus 120 000 réfugiés sur le million qui est arrivé l'année dernière, dont 600 000 en Grèce. Actuellement, sur ces 160 000 personnes, il y en a moins de 200, je dis bien moins de 200, qui ont été répartis de façon solidaire entre les États membres de l'Union européenne. Donc, oui, il y a sûrement des responsabilités
qui pèsent sur le gouvernement grec. Mais analysons bien la situation de façon globale. Continuons à nous battre aux côtés du peuple grec. Continuons à nous battre, notamment par des mesures de solidarité concrètes, comme celles qui ont été évoquées. Je pense que c'est indispensable. J'ai été très frappée, moi, quand j'étais en Grèce, j'ai visité un centre de santé et j'ai vu l'appel de solidarité des centres de santé français et tous les collectifs santé. Et les Grecs nous remerciaient quand il s'agissait qu'on était français de ces solidarités matérielles et concrètes qui les aident effectivement au quotidien. Et puis, pour être pas trop négative, totalement négative, je veux dire, voyons aussi ce qui se passe dans d'autres pays à l'intérieur de l'Union européenne. Voyons ce qui se passe au Portugal, notamment. En octobre dernier, il y a eu des élections au Portugal. La plupart des grands médias nous ont expliqué que la droite avait gagné les élections. C'est bizarre. Il y a une majorité de gauche au Portugal qui est constituée du Parti socialiste portugais, de nos amis d'Esquerda Unida, et non, je vous ai dit que j'étais fatiguée, de nos amis du Bloco de Esquerda et de nos amis du Parti communiste portugais. Ils ont d'ores et déjà pris une mesure symbolique la semaine dernière, après l'installation du Parlement portugais, qui visait à rétablir les 4 jours de congé qui avaient été supprimés dans le cadre des plans d'austérité. Ça ne sera pas simple, compris que le Premier ministre portugais est socialiste. Les socialistes portugais ont un petit passif, et qu'ils ont d'ores et déjà dit qu'ils allaient mettre fin à l'austérité dans le cadre des règles européennes. Donc, ça sera sûrement pas simple. Mais moi je pense qu'il y a, y compris à l'intérieur des règles européennes, des marges de manœuvre qui peuvent être utilisées à condition qu'on les fasse jouer. C'est une des principales choses que je reproche, notamment au gouvernement français, de ne pas avoir donné cette possibilité-là au gouvernement grec, en laissant M. Schauble, le ministre allemand des Finances, faire la loi. On en saura plus au Portugal, je vais l'arrêter, on en saura plus sur ce qui se passe au Portugal d'ici 15 jours, parce que notamment en ce moment, ils sont en pleines élections présidentielles, et donc en fonction aussi de ces élections-là, nous verrons comment ça évolue. Et puis il y a ce qui va se passer en Espagne. Les résultats en Espagne sont pas tout à fait les mêmes qu'au Portugal, mais avec un certain nombre de ressemblances. Malheureusement, l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est qu'il y aura un gouvernement d'union nationale entre la droite espagnole et les socialistes espagnols. Donc nous verrons bien, il va y avoir des élections importantes en Irlande l'année prochaine. Et il y aura aussi des élections à Chypre, des plus petits pays de l'Union européenne, mais que nous suivons avec une particulière attention, puisque le président de la République a longtemps été communiste et que les gens laquelle siègent à l'intérieur de notre groupe. Voilà, il y a aussi ce qu'il faut suivre, particulièrement important cette année, ce qui est passé en Grande-Bretagne, avec le Brexit, mais aussi avec ce qui se passe à l'intérieur du Parti travailliste et l'arrivée au pouvoir de Jeremy Corbyn, qui est arrivé au pouvoir avec un renouveau, je dirais, des syndicats travaillistes anglais qui avaient été tués d'abord par Thatcher, puis par Tony Blair, donc ils sont en train de repartir, et par la jeunesse britannique du Parti travailliste. Donc il y a aussi des choses qui bougent. Donc je pense qu'il faut plus que jamais se mobiliser. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de désespoir, notamment en France. Et puis je dirais, pour moi, il y a 3 urgences qui sont complètement liées. L'urgence sociale, l'urgence démocratique et l'urgence pour les libertés, notamment dans notre pays, où elles sont particulièrement malmenées en ce moment, avec l'état d'urgence. Et je terminerai par une citation de Gramsci, parce que j'aime beaucoup Gramsci. Un vieux monde se meurt, un nouveau tarde à apparaître, et dans le clair-obscur peuvent surgir les monstres. Si on veut l'empêcher, il faut résister et se mobiliser ensemble. Effectivement, mon opinion, c'est que l'indépendance vis-à-vis de l'euro, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et un outil qui pourrait aider à construire cette indépendance,
serait pour un pays, alors ça serait plus facile en France qu'en Grèce, puisque d'abord la France a plus de moyens de résister au diktat de l'euro. La France pourrait difficilement être sortie de l'euro, de la zone euro. Et puis la France est un pays qui a quand même qui produit une grosse partie de ses besoins. Et je peux comprendre que un des gros problèmes de la Grèce, c'est qu'elle était extrêmement dépendante de l'extérieur ne serait-ce que pour sa nourriture et les soins. Donc, effectivement, c'est un outil qui avait été évoqué, j'ai entendu, par le ministre des Finances Varoufakis et qui avait été bloqué, semble-t-il, par Michel Tsipras. Mais bon, en tout cas, je vais essayer d'en présenter succinctement l'essentiel. Donc, que nous pourrions faire, en tout cas à mon avis en France, c'est une monnaie complémentaire nationale non convertible pour financer la transition écologique citoyenne. Alors pourquoi une monnaie? D'abord parce qu'on est à une époque où on assiste à une baisse de la masse monétaire en circulation dans notre économie, simplement due aux sommes énormes d'argent qui sont ponctionnées par les banques au titre d'intérêt au niveau de l'État, des collectivités locales. Une grosse partie donc des sommes sont retirées du circuit économique, ce qui ne permet qu'une récession, puisque normalement l'augmentation de la masse monétaire est censée être égale à la somme de l'inflation et de la croissance. Donc quand on diminue la masse monétaire, eh ben, on a de la déflation et de la récession. Donc d'un côté, on entend toujours nos gouvernants évoquer la croissance comme une déesse qui viendrait nous sauver, mais en fait, ils font ce qu'il faut pour l'empêcher de venir. Donc c'est un peu schizophrène comme technique. Et donc en ce moment, on ne risque pas d'inflation, donc on peut créer de la monnaie tranquillos. Pourquoi une monnaie complémentaire? Parce que c'est ni une sortie de l'euro, ni un statu quo. On entend toujours parler en fait de ces deux solutions, soit on fait rien, soit on sort de l'euro. Maintenant, il y a une autre solution, à mon avis, c'est de créer des monnaies, sachant que ce système pourrait être d'ailleurs fait dans tous les pays d'Europe, parce qu'à ce moment-là, l'euro serait plus une monnaie unique, mais une monnaie commune, chaque pays pouvant parfaitement avoir sa propre monnaie qui serait uniquement pour elle. Complémentaire aussi parce que son intégration dans l'économie se ferait doucement, en biseau, et pas de façon brutale, comme le serait par exemple une sortie d'euro. Pourquoi national? Parce que l'État a encore une légitimité, surtout en France, qui est un État fortement organisé autour de la nation. On peut imaginer qu'aujourd'hui, avec une grande région pourrait éventuellement jouer ce rôle, mais la grande région serait sûre de se heurter justement à l'État. Ça serait assez difficile, ou alors il faudrait vraiment quelqu'un ayant un fort charisme et une grosse assise publique pour pouvoir imposer une monnaie régionale. Et puis aussi parce qu'au niveau de la nation, comme je disais tout à l'heure, on a une assise suffisante en termes de production et en termes de consommation pour qu'une monnaie soit parfaitement viable. Pourquoi non convertible? Parce que d'abord, aujourd'hui, dans les traités, la création d'euros est interdite. Si on crée de la monnaie convertible, on créerait indirectement de l'euro. Et ensuite, parce que l'euro est une monnaie internationale qui peut être utilisée pour tout et n'importe quoi. Et l'intérêt d'avoir une monnaie nationale, ce serait justement de pouvoir l'affecter à une tâche définie qu'on pourrait choisir. Pourquoi l'affecter à la transition écologique? D'abord parce qu'on est dans un état d'urgence climatique, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, puisque ça permettrait de recréer de l'activité sans aggraver les problèmes écologiques, voire même en améliorant la situation, parce qu'on oppose toujours croissance et augmentation de l'impact écologique. Là, la croissance économique permettra au contraire une baisse de l'impact écologique. Et d'autre part, parce qu'il se trouve qu'on a aujourd'hui un chômage très élevé, c'est en même temps un problème et une opportunité. Un problème pour les chômeurs puisqu'ils sont mis un peu en dehors de la société,
mais aussi une opportunité, puisque si on crée de nouvelles opportunités, et on a beaucoup de monde qui pourrait se saisir de l'outil pour créer de l'activité. Pourquoi citoyenne? D'abord parce qu'elle ne serait possible qu'avec l'accord et le soutien actif des citoyens, et ensuite parce que cette monnaie, en étant un outil citoyen, serait un moyen de reprendre le pouvoir face aux banques qui, elles, sont toutes puissantes dans la gestion de l'euro. Ensuite, comment, après le pourquoi, comment l'affecter à la transition écologique, cette monnaie? Ça commencerait d'abord par définir les activités qui seraient susceptibles d'ouvrir droit à son utilisation, c'est-à-dire, on comprend bien que dans le cadre de la transition écologique, il y a des activités qui sont pleinement dans ce cadre-là et qui auraient pleinement tout de suite la possibilité d'utiliser cette monnaie comme l'agriculture bio, comme le développement d'isolation de bâtiments à partir de matériaux produits en France, puisque cette monnaie ne permettrait pas d'acheter quelque chose à l'étranger évidemment, mais en plus de façon naturelle et non polluante. Donc il y a des activités clairement dans le cadre. Il y a des activités clairement opposées au cadre. C'est tout ce qui est importation de gadgets ou tout ce qui est polluant, donc tout ce qui touche au pétrole, à l'uranium, tout ce qui les armes, etc. Et puis entre les extrêmes, il y a tout un grand secteur gris plus ou moins clair, dans lequel il faudrait définir des critères et voir des critères d'évolution, c'est-à-dire des critères d'acceptation d'utiliser la monnaie sous condition d'évolution à plusieurs années. Et comment, donc, il y a définir les activités, définir les modalités d'application, et ensuite, qui définirait ça? Donc, par exemple, des conseils citoyens qui pourraient être au niveau national pour les entreprises nationales, régionales et locales pour les entreprises régionales et locales, avec des systèmes d'élection de ces comités, de renouvellement pour pas que des gens s'incrustent et qu'on retombe dans le problème de personnes comme dans les partis qui restent 30 ans, on voit toujours les mêmes, où on tourne en rond et où le pouvoir se mêle avec le pouvoir économique et les liens sont difficiles ensuite à séparer. Autre sujet, comment mettre en place et comment distribuer cette monnaie, puisque pour l'instant elle n'existe pas. Elle pourrait se faire de deux façons. D'une part, directement par distribution mensuelle à l'ensemble des citoyens. Par exemple, pour commencer, on peut imaginer l'équivalent de 100 €, puisque c'est une monnaie qui ne serait pas convertible, mais qui aurait une équivalence pour pouvoir simplifier les calculs. On peut l'appeler par exemple sol, cette monnaie, pour lui donner un nom. Donc par exemple 100 sols par adulte et 50 par enfant de moins de 16 ans et par mois. Donc ça créerait une masse monétaire énorme à dépenser, donc ça pourrait intéresser de nombreux acteurs économiques, industriels, agricoles ou commerçants. Et une autre façon de créer cette monnaie, ce serait de l'investissement dans des entreprises. Pourquoi de l'investissement et pas du prêt? D'une part parce qu'un prêt a comme contre-valeur, c'est que la personne qui crée son activité doit déjà être à un boulet au pied, à savoir elle doit rembourser l'emprunt. En plus, aujourd'hui, on a des intérêts, ça continue d'avoir des intérêts, mais ne serait-ce que le capital, alors qu'un investissement, ça ne se rembourse pas. Et deuxièmement, ça aurait l'intérêt, c'est que les citoyens redeviendraient copropriétaires de l'outil financier, qui était, donc c'est le principe de la socialisation de l'outil de production qui était cher à Marx. Donc plutôt de l'investissement que du prêt.
Ensuite, on peut, bon, le support, ça pourrait être soit des billets, soit des cartes de crédit. Ça pourrait être porté par, comme réseau bancaire, par exemple, la Banque Postale en France, c'est le dernier réseau qui ne soit pas encore complètement privatisé et qui est relativement, enfin, c'est même le mieux réparti sur le territoire. Au niveau imposition, les impôts seraient calculés de la même façon que sur l'euro, c'est-à-dire sur le total de l'activité euro plus sol, pour le calcul des montants dus, et ensuite le paiement serait au prorata des revenus dans l'une et l'autre. Pas récent, l'histoire entre le Secours populaire et la Grèce, elle est très vieille. Depuis la Résistance, où a été soutenu, disons, tout de suite à la libération avec la guerre civile en Grèce. Vous le savez très bien qu'il y a une guerre civile en Grèce. Le Secours populaire, nouvellement constitué en 1945, le nouveau Secours populaire, a fait une très grande campagne pour le soutien des prisonniers à l'époque communiste et résistants, pour aider les familles et les enfants de ces familles et les femmes de ces emprisonnés en Grèce. C'est-à-dire ça remonte depuis 1945, puisque les liens des Français avec les résistants grecs et le mouvement progressiste grec, c'est aussi l'histoire des intellectuels, entre Yannis Ritsos et Aragon, Éluard et Kavafis. C'est-à-dire il y a des liens très très anciens entre le mouvement progressiste et les gens progressistes de Grèce et de France. Et le Secours populaire, par l'intermédiaire de ses avocats et un comité qui est constitué par Édouard Herriot, Marcel Cachin, Benoît Frachon, Léon Jouot, prend la défense de ces personnes qui sont emprisonnées injustement en 1947. Et par différentes actions, il fait la pression, il arrive à libérer des personnes et amène soutien à leur famille. En 1948, une campagne est lancée contre l'emprisonnement de Manolis Glezos, parce que Manolis Glezos, c'est lui qui a descendu le drapeau nazi de l'Acropole, et après il s'est mis en opposition à la suite de la libération, et il a été emprisonné, et le Secours populaire, par différentes actions, et au bout de 4 ou 5 ans, il est arrivé à le faire libérer. Pendant le régime des colonels, la même histoire. Quand il y a eu des emprisonnements des démocrates, des communistes, des patriotes grecs à cause de leur opposition au régime des colonels, le Secours populaire a édité des cartes postales, a fait collecte de fonds, a envoyé des vivres. Mais là, il y a eu l'obstacle, c'est que les colonels ne voulaient pas qu'il aille par des organisations progressistes aux emprisonnés. Alors le Secours populaire s'est mis d'accord avec la Croix-Rouge, et c'est la Croix-Rouge qui a fait le transfert au nom de la Croix-Rouge, mais c'était le Secours populaire.